quand j'étais en proie à des douleurs intenses dues à ma grossesse, j'ai tenté d'aller à l'hôpital, mais ma belle-mère m'en a empêché, m'empoignant le bras avec force. Elle a crié avec colère, « Arrête de chercher des excuses. Fais le dîner d'abord. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. » J'ai supplié, « S'il te plaît, je crois que quelque chose ne va pas avec le bébé. » Mais elle a juste serré plus fort sa prise. Mon beau-père a ajouté, « Vous, les jeunes femmes, vous en faites toujours tout un drame. » Quand j'ai retiré ma main pour partir, elle m'a jeté de la soupe bouillante de rage. Alors que le liquide chaud frappait mon ventre de femme enceinte, mon cri a résonné dans la pièce. Je me suis effondré par terre, serrant mon ventre, pendant qu'ils restaient tous là à regarder. Mon mari est entré et, au lieu de m'aider, il a dit, « Maintenant, regarde ce que tu l'as forcé à faire. » Ce qui s'est passé ensuite a été choquant. Les brûlures couvraient mon abdomen de zébrures rouges et vives. Je pouvais sentir la chaleur irradier à travers ma peau, même si le choc engourdissait le pire de la douleur. Mes mains se pressaient là où notre bébé aurait dû être en sécurité, protégé, en croissance. Le sol de la cuisine était froid sous moi, un contraste saisissant avec le feu qui se propageait sur mon ventre. Ma belle-mère, Patricia, se tenait au-dessus de moi, le pot vide encore à la main. Son visage ne montrait aucun remords, seulement de l'irritation que j'ai causé une telle scène. Mon beau-père, Gérald, s'était déjà détourné, marmonnant que le dîner était gâché. Et mon mari, mon Dieu, mon mari, Tyler se tenait juste dans l'embrasure de la porte, sa mallette à la main, me regardant comme si j'étais un meuble tombé qui causait un désagrément. « Tu dois faire plus attention, » a dit Tyler, posant sa mallette. « Maman cuisine toute la journée, et toi, tu restes assise à te plaindre. » J'étais enceinte de 7 mois et j'avais de sévères crampes depuis des heures. Rester assise. C'est comme ça qu'il appelait ça. Une ambulance n'est venue que parce que notre voisine, Madame Chen, a entendu mes cris à travers la fenêtre ouverte et a appelé le 911 sans demander la permission à personne. Je me souviens des ambulanciers qui se sont précipités, de l'efficacité froide de leurs mouvements alors qu'ils me chargeaient sur la civière. Patricia a essayé de les renvoyer, insistant sur le fait que j'étais hystérique, mais ils l'ont complètement ignoré. La salle d'urgence est devenue un tourbillon de machines et de voix urgentes. Un médecin aux yeux bienveillants m'a dit qu'il devait pratiquer une césarienne d'urgence. Les brûlures avaient provoqué un travail prématuré de mon corps et le bébé était en détresse. J'ai signé des formulaires avec des mains tremblantes, tandis qu'une infirmière coupait mes vêtements tachés de soupe. Durant ces premiers instants aux urgences, je n'arrêtais pas de revivre la scène dans mon esprit, la façon dont le visage de Patricia s'était déformé de rage quand j'avais essayé de partir, comment Gérald avait même ri quand j'avais trébuché en essayant d'atteindre la porte. Le bruit sourd de la mallette de Tyler heurtant le sol résonnait dans ma mémoire, plus fort que mes propres cris. Un chirurgien plasticien a été appelé pour consulter sur les brûlures. La docteure Rachel Martinez m'a examiné avec des mains méticuleuses, son expression devenant plus sérieuse à mesure qu'elle évaluait les dégâts. « Elles sont profondes », a-t-elle dit doucement. « Nous devons nous concentrer sur la prévention des infections pour l'instant, mais vous aurez besoin de multiples greffes. Je suis tellement désolé que cela vous soit arrivé. » Sa gentillesse a brisé quelque chose en moi, j'ai commencé à pleurer et je ne pouvais plus m'arrêter, même lorsqu'on me conduisait vers la salle d'opération. Une infirmière m'a tenu la main tout du long, me répétant que mon bébé irait bien, que j'irais bien, que j'étais en sécurité maintenant. En sécurité. Je ne m'étais pas senti en sécurité depuis des mois, peut-être même plus longtemps. Vivre dans cette maison avec les critiques constantes de Patricia, les commentaires méprisants de Gérald, le refus total de Tyler de me défendre. J'avais réussi à le normaliser d'une manière ou d'une autre, me convainquant que ce n'était qu'une tension familiale typique, que les choses s'amélioreraient après l'arrivée du bébé. L'anesthésiste s'est présenté comme le docteur James Park. « Nous allons prendre bien soin de vous deux », a-t-il promis, ajustant la perfusion dans mon bras. « Essayez de vous détendre. Nous gérons la situation. » Je voulais lui dire que me détendre était impossible, que tout mon corps semblait être en feu, à la fois littéralement et métaphoriquement, que j'étais terrifié à l'idée que mon bébé ne survive pas à cela. Mais le médicament m'entraînait déjà, et la dernière chose dont je me souviens était de me demander si Tyler prendrait même la peine de venir à l'hôpital. Tyler est arrivé à l'hôpital 3 heures plus tard, après la fin de l'opération. J'ai appris plus tard que l'hôpital l'avait appelé quelques minutes après mon arrivée, mais qu'il avait d'abord terminé sa journée de travail avant de prendre la peine de venir voir sa femme et sa fille nouveau-née. Notre fille était née à 30 semaines, pesant à peine 1,5 kg. Elle était vivante,
mais se battait en USIN, unité de soins intensifs néonatales. Les brûlures sur mon abdomen ont nécessité des greffes de peau et des mois de traitement. Brûlure au 3e degré, a dit le médecin, regardant Tyler avec un dégoût à peine dissimulé lorsqu'il a finalement expliqué ce qui s'était passé. Les premiers mots de mon mari, quand j'étais en salle de réveil, n'ont porté ni sur notre fille ni sur mes blessures. Maman est vraiment contrariée que tu aies appelé l'ambulance. Elle pense que tu as exagéré. Quelque chose s'est cristallisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère, exactement. C'était de la clarté. Cet homme avait choisi la commodité de sa mère au détriment de la vie de sa femme et de la survie de sa fille. Il m'avait regardé m'effondrer d'agonie et m'en avait blâmé. Sors, ai-je murmuré à travers le brouillard des analgésiques. Quoi? Sors de ma chambre. Ne reviens pas, il est parti, et je ne lui ai plus parlé en tant qu'épouse depuis ce jour. Notre fille, Emma, a passé 2 mois en USIN. J'ai vécu à l'hôpital, dormant sur des chaises, apprenant à prendre soin d'un nourrisson prématuré, gérant ma propre convalescence et la douleur atroce des traitements pour les brûlures. Tyler est venu 2 fois. Ses parents ne sont jamais venus du tout. Ces 2 mois m'ont transformé d'une manière que je n'aurais pu anticiper. Chaque jour apportait de nouveaux défis, les niveaux d'oxygène d'Emma chutaient, mes bandages devaient être changés, l'épuisement moral dû à l'inquiétude était écrasant. Mais cela a aussi apporté une clarté. Je me réveillais dans le fauteuil inclinable inconfortable à côté de l'incubateur d'Emma à 6 heures du matin. Toute ma section médiane lançait, la peau brûlée était tendue et irritée sous les couches de gaz médical. J'allais me traîner jusqu'à la salle de bain, m'apercevais dans le miroir et reconnaissais à peine la femme qui me regardait fixement. Mon visage s'était creusé à cause du stress et de la mauvaise alimentation. Des cernes sombres assombrissaient mes yeux. Mais il y avait autre chose, aussi, une dureté qui n'avait jamais été là auparavant. Les infirmières de l'USIN travaillaient par équipe de 12 heures, passant d'un petit patient à l'autre avec une efficacité rodée. Elles ont appris mon nom en quelques jours, appris les habitudes et les schémas d'Emma encore plus rapidement. Déborah, grand-mère de 5 enfants, m'a montré comment faire des soins kangourous. Je tenais le corps incroyablement petit d'Emma contre ma poitrine, peau contre peau, son rythme cardiaque flottant contre le mien comme un oiseau piégé. Cela aide les prématurés plus que n'importe quel médicament, m'a dit Déborah, ajustant la position d'Emma. Votre corps régule sa température. Votre rythme cardiaque calme le sien. Vous êtes son meilleur médicament. J'ai tenu ma fille comme ça pendant des heures, sentant sa respiration, regardant ses petits doigts s'enrouler et se dérouler. Patricia avait fait cela une fois tenu Tyler contre sa poitrine quand il était bébé. Elle l'avait nourri, protégé, élevé, et ensuite elle avait regardé sa belle-fille enceinte et choisi la violence. L'évaluation psychologique a eu lieu pendant la 3e semaine. Une assistante sociale de l'hôpital nommée Maureen s'est assise avec moi dans une salle de consultation privée, loin des moniteurs qui bipaient et des conversations chuchotées de l'USIN. J'ai besoin de vous poser des questions difficiles, a dit Maureen doucement. Elle avait la 50aine, avec des cheveux gris tirés en un chignon pratique, concernant votre environnement familial, sur ce qui a mené à vos blessures. Je lui ai tout raconté, non seulement à propos de ce jour-là, mais aussi sur les mois précédents. Comment Patricia avait insisté pour que Tyler et moi emménagions chez eux quand je suis tombée enceinte, prétendant qu'ils avaient plus d'espace et qu'ils pourraient aider avec le bébé. Comment cela avait semblé être une offre aimable au début, une façon d'économiser de l'argent et de donner à notre enfant une relation avec ses grands-parents. Elle a commencé à tout critiquer dès la première semaine, ai-je expliqué, tirant sur un fil lâche de ma blouse d'hôpital, la façon dont je faisais le ménage, comment j'organisais la cuisine, ce que je mangeais. Elle a dit que je prenais trop de poids, que j'étais paresseuse pour les rendez-vous chez le médecin. Tyler haussait simplement les épaules, me disait qu'elle avait de bonnes intentions. Maureen prenait des notes sans jugement, son stylo se déplaçant régulièrement sur son bloc-notes. Cela a dégénéré progressivement. Elle faisait des commentaires sur le fait que je serais probablement une mère terrible. Gérald était d'accord avec tout ce qu'elle disait. Il la soutenait constamment. J'ai commencé à éviter de rester seule à la maison avec eux, mais c'est devenu impossible une fois que ma grossesse a progressé et que je ne pouvais plus travailler. Est-ce qu'il vous avait déjà fait du mal physiquement avant l'incident avec la soupe? A demandé Maureen. J'ai dû y réfléchir. Patricia m'a attrapé le poignet une fois quand j'ai essayé de quitter la maison pour rencontrer une amie. Elle a serré assez fort pour laisser des marques. Elle a dit que je devais finir la lessive d'abord. Que j'étais égoïste de penser à socialiser.
J'ai pensé que j'étais trop sensible. Tyler a dit que j'exagérais quand je lui ai montré les bleus. Le dire à voix haute, entendre mes propres mots décrire ce qui s'était passé, cela semblait insensé. Comment avais-je toléré quoi que ce soit? Mais l'abus fonctionne comme ça, n'est-ce pas? Il s'installe lentement, normalisant la normale, vous faisant remettre en question votre propre perception de la réalité. Les 2 visites de Tyler à l'usin ont été des désastres orchestrés. La première fois, il est arrivé le 5e jour, portant toujours ses vêtements de travail. Il a regardé Emma à travers la vitre de l'incubateur avec une sorte de déception. Elle est vraiment petite, a-t-il dit. Elle est née 10 semaines trop tôt parce que ta mère m'a jeté de la soupe bouillante, ai-je répondu, ma voix plate. Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter de faire ça ici? Je suis venu pour te soutenir. Alors où étais-tu pendant les 5 derniers jours? Il n'a pas eu de réponse à cela. Il est resté 20 minutes, vérifiant principalement son téléphone avant de prétendre qu'il devait retourner travailler. En partant, je l'ai entendu au téléphone dans le couloir. Oui, maman, je les ai vus. Non, elle est toujours aussi difficile à propos de tout. Je sais. Toujours difficile. Notre fille se battait pour sa vie, et j'étais difficile. Sa 2e visite a eu lieu 3 semaines plus tard, et seulement parce que le service de facturation de l'hôpital l'avait contacté au sujet des informations d'assurance. Il a apporté des papiers à signer, s'est tenu maladroitement près de l'incubateur d'Emma et est parti en moins de 15 minutes. Vont-ils arrêter maman, a-t-il demandé avant de partir. Je l'espère, ai-je dit. Son visage s'est durci. C'est la famille. Je ne comprends pas pourquoi tu essaies de détruire notre famille à cause d'un accident. Un accident, ai-je répété. Elle m'a jeté de la soupe bouillante sur le ventre exprès, Tyler. J'ai tiré mon bras pour partir et elle m'a attaqué. Ce n'est pas un accident. Tu ne sais pas ce que ça lui a fait de gérer ton attitude ces derniers mois. Sors, les jeux interrompus. Sors et ne reviens pas, sauf si tu es prêt à reconnaître ce qui s'est réellement passé. Il est parti, et je ne lui ai plus parlé en tant qu'épouse depuis. Les infirmières sont devenues ma famille durant ces semaines. Elles m'ont apporté de la nourriture, m'ont appris à changer la petite couche d'Emma à travers les pores de l'incubateur, ont célébré avec moi lorsqu'elle a atteint chaque nouvelle étape. Une infirmière, Angela, avait elle-même traversé un divorce. Elle m'a donné le numéro d'un avocat spécialisé en droit de la famille. J'ai appelé depuis ma chambre d'hôpital pendant qu'Emma dormait dans son lit chauffant. L'avocat, Robert Morrison, est venu me voir en personne. Il a jeté un œil au bandage couvrant mon torse, a écouté mon histoire et sa mâchoire s'est crispée. Je vais être très direct avec vous, a-t-il dit. Votre mari et ses parents sont responsables à la fois d'agressions criminelles et de dommages civils. Votre belle-mère a jeté un liquide bouillant sur une femme enceinte. Votre mari a omis de porter assistance et a fait preuve de négligence. Ce n'est pas seulement un motif de divorce. C'est un motif de poursuite qui va les détruire financièrement. Je veux la garde complète, ai-je dit. Je ne veux pas qu'il s'approche d'Emma. Cela ne sera pas difficile à arranger compte tenu des circonstances. Tout juge qui verra votre dossier médical sera d'accord. Robert a travaillé vite. En une semaine, Tyler a reçu les papiers de divorce et une ordonnance restrictive. Le bureau du procureur, après avoir examiné les rapports de police et mon dossier médical, a déposé des accusations criminelles contre Patricia et Gérald pour agression et mise en danger imprudente d'autrui. La poursuite civile a suivi peu après. Tyler a essayé de contester l'ordonnance restrictive. Il s'est présenté à l'hôpital pendant le séjour d'Emma en Usin, affirmant qu'il avait le droit de voir sa fille. La sécurité de l'hôpital l'a escorté dehors, tandis que je tenais Emma contre ma poitrine, son petit corps chaud et vivant malgré tous les efforts de sa famille pour nous blesser. Le procès pénal est venu en premier. J'étais assise dans cette salle d'audience avec Emma dans mes bras. Elle avait 14 mois à ce moment-là, toujours petite mais florissante. Le procureur a montré des photos de mes brûlures, des dossiers médicaux détaillant la césarienne d'urgence, des témoignages des ambulanciers et des médecins. Madame Chen a témoigné de ce qu'elle avait entendu à travers la fenêtre. L'avocat de la défense a essayé de prétendre que c'était un accident, que Patricia avait simplement perdu la prise sur le pot. La procureure, une femme vive nommée Linda Vasquez, m'avait préparé de manière exhaustive à ce qu'impliquerait le procès. Nous nous sommes rencontrés cette fois avant la date du tribunal, révisant chaque détail, chaque question possible que la défense pourrait poser.
Ils vont essayer de vous dépeindre comme difficile, m'avait averti Linda lors d'une de nos sessions de préparation. Ils diront que vous étiez querelleuse, que vous avez provoqué Patricia d'une manière ou d'une autre. J'ai besoin que vous restiez calme, quoi qu'ils disent. Pouvez-vous faire ça? J'ai hoché la tête, bien que je n'en sois pas sûr. Comment rester calme quand quelqu'un essaie de justifier votre agression? Le procès a commencé un froid mardi matin de février. Le palais de justice était un bâtiment imposant du centre-ville, tout en colonnes de marbre et en couloirs réverbérants. J'avais fait en sorte qu'une infirmière de l'usin avec qui j'étais devenu ami, Angela, vienne avec moi pour me soutenir. Elle s'est assise dans la galerie, tenant Emma pendant que je prenais place à la barre. Patricia et Gérald étaient assis à la table de la défense, ressemblant à des grands-parents inoffensifs. Patricia portait une robe bleue conservatrice et des boucles d'oreilles en perles. Gérald avait un costume qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel avant que j'arrête de travailler. Leur avocat, un homme rusé dans la quarantaine nommé Derek Harrison, me lançait des regards de mépris à peine dissimulés. Tyler était assis derrière ses parents, évitant complètement mes yeux. Linda a appelé Madame Chen à la barre en premier, établissant la chronologie des événements. Madame Chen avait la soixantaine, une bibliothécaire à la retraite qui parlait avec une autorité tranquille. J'ai entendu des cris, a témoigné Madame Chen. Les fenêtres étaient ouvertes parce que c'était une soirée chaude. J'ai entendu une voix de jeune femme disant, « S'il vous plaît, je crois que quelque chose ne va pas avec le bébé. » Puis j'ai entendu une femme plus âgée, très en colère, dire, « Tu n'iras nulle part tant que le dîner ne sera pas terminé. » Que s'est-il passé ensuite, a demandé Linda. Il y a eu plus de disputes. Puis j'ai entendu un fracas et le cri le plus horrible que j'ai jamais entendu. J'ai regardé par ma fenêtre dans la fenêtre de leur cuisine. Elles sont très proches, peut-être à 5 mètres l'une de l'autre, et j'ai vu la jeune femme par terre. Elle tenait son ventre et criait. Il y avait du liquide partout sur elle. 3 personnes se tenaient juste là, à la regarder. Quelqu'un l'a-t-il aidée? Pas immédiatement. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je voyais, pour trouver mon téléphone et appeler le 911. Au moment où j'ai regardé à nouveau, un homme était entré dans la cuisine. J'ai appris plus tard que c'était son mari, mais il n'a pas aidé non plus. Il est resté juste là. Derek Harrison a contre-interrogé Madame Chen agressivement, essayant de suggérer que sa vue n'était pas fiable, qu'elle n'aurait pas pu voir clairement à cette distance, qu'elle aurait pu mal interpréter ce qui se passait. Madame, vous avez 74 ans, n'est-ce pas? Portez-vous des lunettes? Oui, je porte des lunettes de lecture. Ma vision de loin est parfaite. Mais à 5 mètres de distance, à travers 2 fenêtres, vous prétendez savoir exactement ce qui s'est passé. Je sais ce que j'ai vu, a dit fermement Madame Chen. Une femme enceinte par terre, brûlée et en train de crier, pendant que sa famille ne faisait rien pour l'aider. Les ambulanciers ont témoigné ensuite. James, l'ambulancier principal qui avait répondu à l'appel, a décrit la scène qu'ils avaient rencontrée. La victime était par terre, consciente mais en grave détresse. Elle présentait des blessures par brûlure évidentes sur l'abdomen et la poitrine. Ses vêtements étaient trempés de ce qui semblait être de la soupe ou du bouillon. La peau formait déjà des cloques à plusieurs endroits. Comment la famille a-t-elle réagi à votre arrivée, a demandé Linda. La femme plus âgée, l'accusée, a essayé de nous renvoyer. Elle n'arrêtait pas de dire que sa belle-fille était dramatique, que ce n'était pas une vraie urgence. Nous l'avons ignorée et nous nous sommes concentrés sur la patiente. La patiente était enceinte de 7 mois et nous suppliait de sauver son bébé. Est-ce que quelqu'un dans la famille a essayé de vous aider à la soigner? Non. Ils se sont tenus à l'écart et ont regardé. Le mari n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa mère, disant que sa femme avait l'habitude de faire des scènes. La partenaire de James, une jeune ambulancière nommée Stéphanie, a témoigné de la gravité de mes brûlures et de la façon dont ils avaient dû me transporter en code 3 gyrophare et sirène en raison du risque pour moi et le bébé. La docteure Martinez, la chirurgienne plasticienne qui a traité mes brûlures, a apporté des photos. Linda les a projetées sur un écran pour le jury, et j'ai entendu plusieurs halètements. Les images montraient mon ventre immédiatement après, à vif, boursouflé, la peau littéralement cuite par endroits. Des photos ultérieures documentaient les procédures de greffe, les mois de guérison, les cicatrices épaisses qui subsistaient. Ce sont des brûlures au 3e degré, a expliqué la docteure Martinez. Elles ont nécessité de multiples chirurgies et des greffes de peau étendues. La patiente aura des cicatrices permanentes.
Elle a également subi un grave traumatisme psychologique à cause de l'agression. Selon votre avis médical, ces blessures auraient-elles pu être accidentelles? Non. Le motif des brûlures indique que le liquide a été jeté avec force. Un déversement accidentel aurait une répartition différente. C'était clairement un acte intentionnel. Puis ce fut mon tour de témoigner. Linda m'a guidé à travers les événements de ce jour avec une précision méticuleuse. J'ai décrit mon réveil ce matin-là avec des crampes, comment elles avaient empiré progressivement tout au long de la journée, comment j'avais essayé de me reposer, mais Patricia m'avait crié dessus pour que j'arrête d'être paresseuse. Comment, en fin d'après-midi, la douleur était devenue insupportable. Je savais que quelque chose n'allait pas, ai-je dit, ma voix restant stable malgré les émotions qui bouillonnaient à l'intérieur. Ce n'était pas un inconfort de grossesse normale. J'avais l'impression que quelque chose de grave n'allait pas avec mon bébé. Vous avez dit à Patricia que vous deviez aller à l'hôpital. Quelle a été sa réponse? Elle a dit que je cherchais des excuses pour ne pas faire le dîner. Elle m'a attrapé le bras fort et m'a dit que je n'irais nulle part tant que le repas ne serait pas terminé. J'ai essayé d'expliquer, essayé de lui faire comprendre que j'avais peur pour le bébé, mais elle a juste serré plus fort sa prise. Est-ce que quelqu'un d'autre est intervenu? Gérald, mon beau-père, a dit que j'étais dramatique. Il a dit, les jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent pas gérer un petit inconfort, que sa femme avait travaillé pendant ses 2 grossesses sans se plaindre. Qu'avez-vous fait? J'ai retiré mon bras. Je savais que j'avais besoin d'aide médicale et que personne n'écoutait. J'ai commencé à marcher vers la porte pour partir. Et puis ce fut la partie la plus difficile. J'ai pris une respiration, j'ai jeté un coup d'œil à Emma dormant paisiblement dans les bras d'Angela dans la galerie, et j'ai continué. Patricia m'a crié d'arrêter. Je me suis retourné, et elle tenait une casserole de soupe, la soupe qu'elle préparait pour le dîner. Avant que je ne puisse réagir, elle me l'a jetée dessus. Le liquide bouillant a frappé mon ventre, ma poitrine. La douleur était, je ne peux pas la décrire. J'ai crié et je me suis effondré. J'étais par terre, tenant mon ventre, terrifié que le bébé soit blessé, et ils m'ont tous regardé fixement. Personne ne vous a aidé? Personne ne m'a aidé. Puis Tyler est entré. J'ai vraiment pensé qu'il appellerait une ambulance, qu'il ferait enfin quelque chose pour me protéger, moi et notre bébé, mais il m'a regardé par terre et a dit, maintenant, regarde ce que tu l'as forcé à faire. Plusieurs membres du jury ont regardé Tyler avec un dégoût évident. Le contre-interrogatoire de Derek Harrison a été brutal. Il a essayé de me dépeindre comme une belle-fille manipulatrice qui n'avait jamais apprécié la générosité de Patricia et Gérald en nous laissant vivre avec eux. Il a suggéré que j'avais prévu de leur enlever leur fils. Que j'avais créé intentionnellement des conflits dans le foyer. N'est-il pas vrai que vous vous disputiez fréquemment avec Madame Patricia? Elle me critiquait fréquemment. J'essayais de maintenir la paix. Mais vous lui répondiez, n'est-ce pas? Vous contestiez son autorité dans sa propre maison. J'étais parfois en désaccord avec elle. Oui. Je ne pense pas que cela justifie une agression. Vous vous êtes retiré d'elle avec force. C'est exact. Vous étiez querelleuse ce soir-là. Je me suis retiré parce que j'avais besoin de soins médicaux. J'étais enceinte de 7 mois et en proie à des douleurs intenses. Mais vous avez aggravé la situation. Elle m'a jeté de la soupe bouillante, ai-je dit, plus fort que prévu. Je me moque de l'ampleur que vous pensez que la situation avait prise. Rien ne justifiait de jeter de la soupe bouillante sur une femme enceinte. Le juge a maintenu l'objection de Linda avant que Derek ne puisse répondre, mais je pouvais voir qu'il avait accompli ce qu'il voulait, me faire perdre légèrement mon sang-froid, montrer au jury que j'avais du tempérament. Ensuite, ils ont diffusé l'appel au 911. La voix de Madame Chen, affolée. Il y a une femme enceinte qui crie à côté. J'ai vu par la fenêtre que quelqu'un lui a jeté quelque chose de chaud dessus. Elle est par terre. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Le répartiteur, est-ce que quelqu'un l'aide? Madame Chen, non, ils se tiennent juste là. Son mari vient d'entrer et il ne fait rien. S'il vous plaît, elle a besoin d'aide maintenant. Le jury a délibéré pendant moins de 2 heures. Patricia a été reconnue coupable d'agression aggravée et de mise en danger d'enfant. Gérald a été reconnu coupable de négligence et d'omission de porter assistance. Tyler a fait face à des accusations de négligence criminelle et de mise en danger d'enfant. Patricia a sangloté au tribunal lorsque le juge l'a condamnée à 5 ans de prison.
Gérald a reçu 3 ans. Tyler a eu 2 ans de probation, des cours parentaux obligatoires qu'il ne pourrait jamais utiliser, et des droits de visite supervisés qu'il n'exercerait jamais, car je me battrai contre lui à chaque visite jusqu'au jour de ma mort. Le procès civil a été encore plus satisfaisant. Robert avait fait ses devoirs. Il a découvert que Patricia et Gérald avaient des actifs substantiels, une maison payée d'une valeur de 800,000 $, des comptes de retraite, des propriétés locatives. Tyler lui-même avait un revenu confortable en tant que directeur des ventes. Leurs compagnies d'assurance ont essayé de régler l'affaire tôt, mais Robert m'a conseillé de refuser. Le procès civil a eu lieu 6 mois après les condamnations pénales. À ce moment-là, Patricia avait déjà commencé sa peine de prison. Gérald s'était présenté pour purger sa peine. Tyler était en probation, sa vie s'écroulant déjà de manière visible. Robert Morrison s'est avéré valoir chaque centime de ses honoraires. Il avait monté un dossier qui allait au-delà de l'agression elle-même. Il a présenté cela comme un modèle d'abus, de négligence et d'influx volontaire de détresse émotionnelle qui avait culminé en violence quasi fatale. Nous ne cherchons pas seulement une compensation pour les frais médicaux, a expliqué Robert lors de notre préparation. Nous les tenons responsables de chaque traumatisme qu'ils vous ont causé, des dommages physiques permanents, de la naissance prématurée d'Emma et de ses problèmes de santé en cours, du préjudice psychologique que vous avez subi. Il s'agit de montrer que les actions ont des conséquences. Le procès civil avait une énergie différente du procès pénal. Des règles différentes, une charge de la preuve différente, des enjeux différents. Ici, nous n'avions pas besoin de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, juste qu'il était plus probable qu'improbable qu'ils aient causé des dommages et qu'ils devaient des réparations. Robert a appelé des témoins experts dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Un néonatologue a expliqué les risques associés à la naissance prématurée à 30 semaines, les complications potentielles à long terme qu'Emma pourrait rencontrer, difficultés d'apprentissage, problèmes respiratoires, problèmes de vision. Il a chiffré le coût estimé à vie pour traiter ces complications potentielles, 847,000 $. Un économiste a témoigné de ma perte de potentiel de gain. J'avais travaillé comme hygiéniste dentaire avant la grossesse, gagnant un revenu décent avec de bons avantages. L'agression et ses conséquences avaient fait dérailler complètement ma carrière. La plaignante a perdu non seulement un revenu immédiat, a expliqué l'économiste, pointant du doigt des diagrammes et des graphiques projetés sur des écrans, mais aussi des cotisations de retraite, des opportunités d'avancement professionnel, et l'effet cumulatif d'années de salaire perdues sur sa vie active prévue. Cela s'élève à environ 1,2 million de $ en capacité de gain perdu. Une psychologue qui me traitait pour le TSPT, trouble de stress post-traumatique, a témoigné de l'impact durable sur ma santé mentale. La docteure Sarah Weinstein me voyait 2 fois par semaine depuis qu'Emma avait 3 mois. La plaignante présente des symptômes classiques de troubles de stress post-traumatique, a expliqué la docteure Weinstein d'une voix calme et clinique. Hypervigilance, flashback, anxiété sévère, crise de panique déclenchée par des stimuli spécifiques, le bruit de l'eau qui bout, les voix fortes, même certaines odeurs peuvent la plonger dans un état dissociatif. Elle fait des cauchemars plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas quelque chose qui se résoudra simplement avec le temps. Elle aura probablement besoin d'une thérapie continue pendant des années, peut-être pour la vie. Quel est le coût estimé de ce traitement continu, a demandé Robert. Une estimation prudente, tenant compte de sessions de thérapie bimensuelles et d'une gestion occasionnelle de la médication, environ 300,000 $ sur sa vie. La défense a essayé de tout minimiser. Leurs experts ont suggéré que la naissance prématurée d'Emma aurait pu se produire de toute façon, que mon TSPT n'était pas aussi grave que prétendu, que je pourrais retourner travailler si je le voulais vraiment. Ils ont soulevé le fait que Tyler payait la pension alimentaire à temps, comme si cela les absolvait de toute responsabilité. Mais Robert a systématiquement démantelé chaque argument qu'ils ont avancé. Il a rappelé Madame Chen, qui a témoigné m'avoir vu lutter dans les mois après mon retour de l'hôpital. Comment elle me voyait à travers les fenêtres, faisant les 100 pas avec une Emma en pleurs à 3 heures du matin, le TSPT m'empêchant de dormir. Comment elle m'apportait des repas parce que je mangeais à peine. Je la regardais sursauter à des bruits normaux, a dit Madame Chen. Une portière de voiture qui claque, quelqu'un qui élève la voix dans la rue. Elle tressaillait comme si elle avait été frappée. Ce n'est pas quelqu'un qui simule un traumatisme. C'est quelqu'un qui a été vraiment blessé. Robert a apporté des photos et des vidéos de ma vie quotidienne, me changeant la couche d'Emma,
la caméra capturant un aperçu des cicatrices sur mon ventre, des séquences de moi faisant une crise de panique dans une épicerie lorsque quelqu'un a renversé un étalage de boîtes de soupe. Il a montré au jury mon dossier médical en détail exhaustif, chaque chirurgie, chaque infection, chaque revers dans le processus de guérison. L'avocate de la défense, une avocate différente de celle du procès pénal, puisque Derek Harrison avait apparemment refusé de prendre l'affaire civile, a essayé de soutenir que certains de mes dommages étaient exagérés. N'est-il pas vrai que vous avez réussi à prendre soin de votre fille malgré ses prétendues difficultés? A demandé l'avocate, une femme nommée Suzanne Brox, lors du contre-interrogatoire. Gérer ne veut pas dire que je ne souffre pas, ai-je répondu. Je dois prendre soin d'Emma parce que je suis sa mère et qu'elle dépend de moi. Mais il y a des jours où je peux à peine fonctionner. Des jours où je ne peux pas arrêter de trembler. Des jours où je ne peux pas quitter la maison parce que j'ai trop peur. Mais vous quittez la maison. Vous êtes ici au tribunal. Vous témoignez de manière cohérente. Parce que je dois l'être. Parce que les tenir responsables est la seule façon pour moi de commencer à guérir. Robert a également découvert des dossiers financiers montrant que Patricia et Gérald avaient discuté de me rayer complètement de leur testament après ma grossesse, qu'ils avaient fait des commentaires à des amis espérant que Tyler divorce de moi, qu'ils avaient activement essayé de saboter notre mariage. Des échanges de courriels entre Patricia et sa sœur montraient qu'elle me traitait de croqueuse de diamants et de manipulatrice qui piégeait Tyler avec un bébé. Ces communications ont établi un modèle d'hostilité. Robert a soutenu que l'agression n'était pas une perte de contrôle momentanée. C'était l'aboutissement de mois d'animosité croissante envers la plaignante. Il voulait que je parte, et quand j'ai essayé de partir cette nuit-là pour chercher des soins médicaux, Patricia a agi selon cette hostilité de la manière la plus violente possible. La déposition de Tyler a été diffusée au jury. Le regarder se débattre avec des questions sur son incapacité à me protéger, son soutien continu à sa mère, son absence pendant le séjour d'Emma en Usain, cela aurait été satisfaisant si ce n'était pas si pathétique. Croyez-vous que votre femme était réellement en détresse ce soir-là, lui avait demandé Robert. Je pensais qu'elle exagérait peut-être. Elle se plaignait beaucoup pendant la grossesse. Se plaindre de symptômes de grossesse légitime, je suppose. Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, mais vous êtes un mari. Avez-vous considéré que votre femme pouvait connaître son propre corps assez bien pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas sérieusement? Tyler n'a pas eu de réponse à cela. La délibération du jury a pris plus de temps dans l'affaire civile que dans le procès pénal, près de 8 heures. Robert a dit que c'était normal, que le calcul des dommages était complexe, et que le jury débattait probablement des montants exacts plutôt que de la responsabilité elle-même. Quand ils sont revenus, la porte-parole a lu le verdict. Nous, le jury, m'avons accordé 4,7 millions de dollars de dommages-intérêts. La répartition comprenait les frais médicaux, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, les soins futurs pour les complications d'Emma dues à sa naissance prématurée, ainsi que des dommages-intérêts punitifs destinés à sanctionner le comportement odieux des accusés. Patricia et Gérald ont tout perdu. Leur maison, leur propriété locative, leur retraite, tout cela a servi à payer le jugement. Ils ont déclaré faillite, mais certains types de jugements civils ne peuvent pas être annulés. Ils me paieraient pour le reste de leur vie. Tyler a perdu son emploi lorsque sa condamnation est devenue publique. Sa réputation professionnelle s'est effondrée. Le règlement de divorce m'a donné la garde complète, une pension alimentaire de 3,000 $ par mois, et notre maison conjugale. Il a emménagé dans un studio de l'autre côté de la ville et a fait des petits boulots pour effectuer ses paiements. Mais la vengeance ne s'est pas arrêtée là. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour engager un publiciste. Pas pour moi. Je ne voulais pas d'attention, pour eux. Je voulais que tout le monde sache ce qu'ils avaient fait. L'histoire est devenue virale. Les nouvelles locales l'ont reprise. Puis les stations régionales, puis quelques médias nationaux. Une belle-mère jette de la soupe bouillante sur une femme enceinte, provoquant une naissance prématurée, a fait des gros titres percutants. La campagne médiatique a été chirurgicale dans sa précision. La publiciste que j'ai embauchée, Karen Delgado, se spécialisait dans les cas où les survivants voulaient que leurs histoires soient racontées selon leurs propres termes. Elle avait travaillé avec des victimes de violences domestiques, des lanceurs d'alerte, des personnes qui avaient été réduites au silence pendant trop longtemps. Le récit a du pouvoir, a expliqué Karen lors de notre première rencontre. Elle avait la fin de la quarantaine, des cheveux roux et une intensité qui montraient clairement qu'elle était extrêmement douée pour son travail.
En ce moment, si les gens recherchent les noms de votre belle famille sur Google, ils pourraient ne rien trouver ou trouver l'affaire pénale enfouie dans les dossiers judiciaires. Nous allons changer cela. Lorsque quelqu'un les cherchera, il trouvera exactement ce qu'ils vous ont fait. Elle a d'abord organisé des entretiens avec des stations de télévision locales. Je me suis assise sur des chaises de studio sous des lumières vives et j'ai raconté mon histoire encore et encore. Certains intervieweurs étaient sympathiques, traitant cela comme un cas clair d'abus. D'autres ont essayé de jouer les avocats du diable, demandant si j'avais fait quelque chose pour provoquer Patricia, si les tensions familiales avaient contribué à la situation. Mon seul crime a été d'être enceinte et d'avoir besoin de soins médicaux, ai-je dit lors d'une interview particulièrement hostile. Si c'est suffisamment provocateur pour justifier une agression, alors nous avons des problèmes beaucoup plus graves en tant que société. Le clip est devenu viral. Il a été partagé sur les réseaux sociaux des centaines de milliers de fois. Des podcasts de True Crime ont commencé à couvrir l'affaire. Un documentariste m'a contacté au sujet de l'inclusion potentielle de mon histoire dans une série sur la violence domestique sous des formes inattendues. Karen m'a également aidé à créer un site web documentant tout. Dossier judiciaire, photos médicales, assainies pour le visionnage public, mais toujours choquantes, extraits de témoignages, l'appel au 911. Tout était du domaine public. Mais le fait d'avoir tout compilé en un seul endroit a rendu impossible pour Patricia, Gérald ou Tyler d'échapper à leurs actions. Les amis de Patricia à l'église, les amis de golf de Gérald, les collègues de Tyler, tout le monde l'a vu. Leur nom et leur visage étaient partout. La sœur de Patricia a cessé de lui parler. Le frère de Gérald m'a écrit une lettre s'excusant du comportement de sa famille et demandant s'il pouvait faire quelque chose pour aider Emma. Tyler a essayé les rencontres en ligne après la fin de sa probation. Plusieurs femmes l'ont reconnu grâce à la couverture médiatique et l'ont dénoncé publiquement. Ces profils de rencontres ont été partagés dans des groupes Facebook dédiés à démasquer les hommes dangereux. Il ne pouvait pas échapper à ce qu'il avait permis. J'ai fondé une organisation à but non lucratif avec une partie de l'argent du règlement. Elle fournit une aide juridique et un logement temporaire aux femmes enceintes qui fuient des situations abusives. Je l'ai nommée Emma S. Hope, l'espoir d'Emma, d'après ma fille. Nous avons aidé 43 femmes en 3 ans. Chacune reçoit le soutien que j'aurais aimé avoir avant que les choses ne dégénèrent jusqu'à cet horrible jour dans la cuisine. Emma a maintenant 3 ans et demi. Elle est petite pour son âge à cause de sa naissance prématurée, mais elle est en bonne santé et heureuse. Elle adore les dinosaures et le lait au chocolat, et elle ne se souvient pas de l'usin ou des mois d'incertitude. Elle ne connaîtra jamais les parents de son père, et Tyler a renoncé à ses droits parentaux il y a 2 ans lorsqu'il a réalisé qu'il ne pourrait jamais se permettre la pension alimentaire et les frais juridiques. Mes brûlures ont guéri en cicatrices épaisses sur mon abdomen. Elles ne sont pas jolies, mais je ne les cache pas. Elles sont la preuve de ce que j'ai survécu, ce qu'Emma a survécu. Parfois, d'autres mères les voient à la piscine ou à la plage et demandent. Je leur dis la vérité, parce que le silence protège les agresseurs, et j'ai fini d'être silencieuse. Le plus difficile n'a pas été la récupération physique ni même les batailles juridiques. Ce fut d'accepter que l'homme que j'avais épousé, l'homme avec qui j'avais planifié un avenir, se souciait si peu de moi qu'il m'a regardé souffrir et m'en a blâmé. J'avais ignoré des signaux d'alarme pendant notre relation, la façon dont il prenait toujours le parti de sa mère, comment il minimisait mes sentiments, son incapacité à me défendre. La grossesse avait amplifié tout cela jusqu'à ce que la vérité devienne impossible à ignorer. J'ai commencé une thérapie 1 an après la naissance d'Emma. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé n'était pas ma faute, qu'aucune quantité de soupe cuisinée plus rapidement ou de comportements moins dramatiques n'aurait changé le genre de personnes qu'ils étaient. Les agresseurs abusent, les complices facilitent. Ma seule erreur a été de rester dans cette maison aussi longtemps. Ces jours-ci, je vis à l'autre bout du pays de là où tout s'est passé. Emma et moi avons une petite maison avec un jardin où nous cultivons des tomates et des tournesols. Je travaille à distance comme spécialiste en facturation médicale, ce qui me donne la flexibilité d'être présente pour Emma. Nous avons une belle vie, une vie paisible. Parfois, Emma pose des questions sur son papa. Je lui dis que certaines personnes ne sont pas prêtes à être parents, et que c'est bien parce que nous avons l'une l'autre. Quand elle sera plus âgée, je lui dirai toute la vérité. Elle mérite de connaître l'histoire, de comprendre pourquoi nous ne voyons pas certains membres de la famille. D'apprendre que se protéger des personnes nuisibles n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Patricia. Elle venait de la prison où elle purge sa peine.
Elle avait déjà purgé 3 ans et demi et était éligible à un examen de libération conditionnelle, souhaitant s'excuser et demander si nous pouvions avoir une relation avec Emma après sa libération. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai passé à ma déchiqueteuse à papier. Certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits. Certains pardons ne sont pas dus. Elle a eu un choix dans cette cuisine. Elle aurait pu m'aider, appeler une ambulance, faire preuve d'une décence humaine élémentaire. Au lieu de cela, elle a choisi la violence. Au lieu de cela, elle a priorisé le dîner sur la vie de sa petite fille. Ce n'est pas quelqu'un que je veux près de ma fille. Gérald écrit occasionnellement, aussi. Des lettres plus courtes affirmant qu'il ne savait pas que Patricia réagirait si violemment, qu'il aurait dû faire plus. Celles-ci sont également déchiquetées. Il est resté là et a regardé. Son inaction était un choix. Tyler n'écrit pas. Je pense qu'il est sincèrement passé à autre chose, qu'il a trouvé un moyen de rationaliser ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il soit la victime d'une manière ou d'une autre. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il travaillait dans un entrepôt et vivait avec une nouvelle petite amie qui ne connaissait pas son passé. Je me demande s'il lui a dit. Je me demande si elle le découvrira comme l'ont fait ses petites amies précédentes. Je ne passe plus beaucoup de temps à penser à eux. La vengeance n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. Elle est intégrée dans chaque bonne journée qu'Emma et moi passons ensemble. Chaque étape qu'elle atteint, chaque sourire, chaque jouet dinosaure qu'elle chérit, chaque soirée paisible à lire des livres avant de se coucher. C'est ça, la vengeance. Ils ont essayé de tout nous prendre, et nous avons construit une belle vie quand même. Emma commence la maternelle le mois prochain. Elle est excitée à l'idée de se faire des amis et nerveuse à l'idée d'être loin de moi. Je suis nerveuse, aussi, mais je lui ai appris à être courageuse, à parler quand quelque chose ne va pas, à comprendre que sa voix compte. Elle est déjà plus forte que je ne l'étais à son âge. Les cicatrices sur mon ventre attrapent la lumière parfois quand je m'habille. Bobo, dit-elle. Vieille cicatrice, lui dis-je. Elles ne font plus mal. C'est en grande partie vrai. La douleur physique s'est estompée, remplacée par une tension dans le tissu cicatriciel qui s'enflamme par temps froid. La douleur émotionnelle va et vient par vagues, généralement déclenchée par des choses inattendues, une casserole de soupe bouillant sur la cuisinière, des voix fortes, l'odeur du désinfectant d'hôpital qu'ils utilisaient en usin. Mais je guéris. Nous guérissons toutes les deux. L'organisation à but non lucratif me garde connecté à d'autres survivantes, me rappelle pourquoi la bataille juridique en valait la peine. Une femme que nous avons aidée l'année dernière avait une situation étrangement similaire à la mienne, belle famille abusive, mari complice, situation de grossesse dangereuse. Nous l'avons fait sortir avant que quelque chose de physique ne se produise. Elle et son bébé sont en sécurité maintenant, vivant dans un logement de transition pendant qu'elle se construit une nouvelle vie. Vous nous avez sauvés, m'a-t-elle dit lors de notre dernier suivi. Non, ai-je dit, vous vous êtes sauvés vous-même. J'ai juste aidé à trouver les ressources. C'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un me donne, des ressources, des options, un chemin clair pour sortir avant que les choses ne dégénèrent en soupe bouillante et en chirurgie d'urgence. Je ne peux pas changer mon propre passé, mais je peux aider d'autres femmes à écrire des futurs différents. Parfois, les gens demandent si je regrette d'avoir été si dur envers la famille de Tyler avec les poursuites et la publicité. Ils suggèrent que le pardon pourrait apporter la paix, que s'accrocher à la colère ne fait que me blesser. Ces gens ne comprennent pas. Ce n'est pas de la colère. C'est la justice. C'est la responsabilisation. Ils nous ont fait du mal, à moi et à mon enfant, et ils en ont subi les conséquences. C'est ainsi que la société est censée fonctionner. Le pardon aurait envoyé un message selon lequel leur comportement était acceptable, pardonnable, quelque chose qui pouvait être excusé avec suffisamment de temps et d'excuses. Ce n'était pas acceptable. Ce ne le sera jamais. Emma chante pour elle-même dans sa chambre en ce moment. Une chanson qu'elle a apprise dans un dessin animé. Sa voix est vive et joyeuse. C'est ce qu'ils ont failli enlever au monde. Cette petite personne joyeuse, curieuse et aimante qui mérite toutes les chances d'avoir une belle vie. Ils sont en prison, en faillite et en exil social, tandis qu'Emma et moi sommes ici dans notre maison ensoleillée, planifiant sa fête d'anniversaire, choisissant sa tenue pour son premier jour d'école, vivant librement. Si ce n'est pas ça, la vengeance, je ne sais pas ce que c'est. Les brûlures feront toujours partie de mon histoire. Mais elles n'en sont pas la fin. Elles ne sont qu'un chapitre, un horrible chapitre qui a mené à quelque chose de mieux.
Emma et moi avons survécu. Nous nous sommes échappés. Nous avons reconstruit. Et chaque jour que nous passons heureux et en sécurité est un jour de plus où ils doivent vivre avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont perdu. C'est la vengeance à laquelle ils ne pourront jamais échapper, la connaissance qu'ils ont détruit leur propre famille pour que le dîner soit servi à temps. Ils ont échangé leur petite fille contre leur orgueil. Ils ont choisi la cruauté plutôt que la compassion, et la facture de ce choix les suivra pour le reste de leur vie. Je dors bien la nuit sachant que justice a été rendue. Emma dort dans son pyjama dinosaure, dans son lit suréchaud, rêvant de tout ce dont les enfants de 3 ans rêvent. Certaines personnes obtiennent leur fin heureuse par le pardon et la réconciliation. J'ai obtenu la mienne par la responsabilisation et la distance. Les deux sont valables. Les deux sont réels. C'est ma vengeance. Bien vivre, élever ma fille avec amour et m'assurer que d'autres femmes ne souffrent pas seules comme je l'ai fait. C'est ma victoire. Chaque respiration, chaque rire, chaque moment paisible. Ils ont essayé de tout prendre, et j'ai tout récupéré, et plus encore.